Libye, le conflit se poursuit avec la même intensité et les développements des dernières semaines suscitent des inquiétudes accrues, en particulier pour la population libyenne qui souffre depuis trop longtemps. L'avènement du coronavirus n'y a rien changé, le ramadan non plus. Face à la situation, l'Allemagne, la France, l'Italie et le haut représentant de l'Union européenne appellent l'ensemble des acteurs libyens à s'inspirer de l'esprit du Ramadan, à s'engager dans une reprise des discussions sur un véritable cessez-le-feu et à unir leurs efforts face à l'ennemi commun que représente le risque de l'extension de la pandémie de coronavirus dans l'intérêt de l'ensemble du pays. La Libye est déchirée par une lutte de pouvoir entre Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, et le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et soutenu par l'ONU. Le maréchal Haftar tente depuis un an de s'emparer de Tripoli et le conflit a fait jusqu'ici des centaines de morts, dont des dizaines de civils, ainsi que plus de 200 000 déplacés. La mission d'appui de l'ONU en Libye a récemment dénoncé une escalade dans les violences en Libye, dont des actes de représailles dans des villes de l'ouest du pays, conquises par les forces du gouvernement d'union nationale. Accompagnés d'un de leurs parents, les enfants se sont risqués dans les rues largement désertes depuis des semaines de Madrid. Pour eux, c'est presque comme une excursion. C'est ce qu'ils ont eu de plus distrayant depuis un mois. Pour les moins de 14 ans, les sorties sont désormais autorisées 1 heure par jour dans un rayon d'1 kilomètre autour du domicile, accompagné d'un seul parent. Et chaque parent ne pourra sortir qu'avec 3 enfants maximum. Contrairement aux autres États européens, l'Espagne, 3e pays le plus endeuillé du monde par la maladie du Covid-19 derrière les États-Unis et l'Italie, avec près de 23 000 morts, avait interdit aux enfants de sortir depuis le début du confinement général du pays mi-mars. La mesure était de plus en plus critiquée dans le pays où de nombreux spécialistes soulignaient les risques pour la santé physique et mentale des enfants. Mais l'annonce de cet assouplissement la semaine dernière a été un fiasco pour le gouvernement. En effet, il n'avait d'abord autorisé les enfants qu'à accompagner un adulte dans leurs rares sorties autorisées, comme aller au supermarché ou à la pharmacie. Mais devant l'avalanche de critiques, il a fait volte-face et autorisé les promenades. Les plus de 14 ans peuvent, eux, sortir pour les motifs autorisés aux adultes, comme aller acheter à manger ou sortir le chien. Ils ne devraient pas attendre trop longtemps pour pouvoir, comme les adultes, être autorisés à se promener ou à faire du sport. Ce sera à partir du 2 mai si la contagion continue à ralentir. Le confinement a été prolongé jusqu'au 9 mai inclus. Le gouvernement prévoit de l'alléger ensuite par étapes. Âgé de 46 ans, l'Algérien Karim Tabou est emprisonné pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Alors qu'il devait être jugé lundi par le tribunal de Koléa pour atteinte au moral de l'armée, le procès a été reporté. Ce, parce qu'il n'est pas sous le coup d'un mandat de dépôt dans le cadre de cette deuxième affaire. En effet, en raison de la pandémie de Covid-19, la justice algérienne se limite à ne traiter que des cas de prisonniers en détention. D'après les explications de son avocat dans cette affaire, Karim Tabou n'a pas commis de délit puni par la loi algérienne. Il s'est exprimé sur un sujet politique. Et c'est un droit qui est garanti par la Constitution. L'intéressé est passible d'une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement pour avoir participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale, selon le code pénal algérien. Entre-temps, un nouveau comité de soutien dénommé Sauvons Karim Tabou, lancé le 25 avril, a réclamé sa libération immédiate et inconditionnelle. Le comité, qui regroupe des intellectuels et des militants des droits humains de la diaspora algérienne, dénonce les conditions immondes de sa détention qui mettent sa vie en danger. Placé en détention une première fois le 12 septembre après avoir été inculpé d'atteinte au moral de l'armée, Tabou avait été remis en liberté le 25 septembre. Mais il avait à nouveau été arrêté dès le lendemain dans une seconde affaire pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Karim Tabou est l'un des visages et l'une des voix les plus connues du Hirak, le mouvement de protestation anti-régime qui a éclaté le 22 février 2019.
Dans un bref discours lundi soir, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé que le commandement général de son armée autoproclamée a accepté la volonté du peuple et son mandat, sans préciser auprès de quelle institution il avait reçu les 10 mandats du peuple. Il n'a pas indiqué non plus les implications politiques de ce mandat, notamment le rôle qu'y jouerait le Parlement dans l'Est du pays et le gouvernement parallèle nommé par cette assemblée élue en 2014. Haftar tient sa légitimité de ce Parlement qui avait été contraint de s'exiler dans l'Est du pays en raison d'une flambée de violence dans la capitale. Le gouvernement d'union nationale a dénoncé une farce et un nouveau coup d'État qui s'ajoute à une série d'autres ayant commencé il y a des années. Il a estimé que Haftar s'est même retourné contre les instances politiques parallèles qui le soutenaient et qui l'ont désigné chef de l'armée. Selon le JNA, le maréchal Khalifa Haftar, qui tente depuis avril 2019 de s'emparer de la capitale Tripoli, voulait dissimuler la défaite de ses milices et ses mercenaires et l'échec de son projet dictatorial. Accusé par ses détracteurs de vouloir instaurer une nouvelle dictature militaire en Libye, le maréchal Khalifa Haftar a également annoncé la fin de l'accord signé fin 2015 au Maroc sous l'égide de l'ONU. En 2017, il avait déjà assuré que l'accord avait expiré. En 2014, il avait même affirmé dans un discours à la télévision qu'il allait prendre le pouvoir, mais son annonce était restée sans suite. Le Programme alimentaire mondial estime qu'environ 20 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire actuellement dans 9 pays de l'Afrique de l'Est. Il s'agit du Burundi, de Djibouti, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, du Kenya, du Rwanda, de la Somalie, du Soudan du Sud et de l'Ouganda. Ces pays ont jusqu'à présent enregistré peu de cas confirmés de Covid-19 par rapport à la plupart des autres régions dans le monde. Toutefois, en raison de la fragilité de leur économie et de leurs infrastructures sanitaires insuffisantes, ces 9 pays sont considérés comme très vulnérables face à la pandémie. Selon les projections actuelles du Programme alimentaire mondial, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire dans la région devrait passer à 34 ou jusqu'à 49 millions au cours des 3 prochains mois en raison de l'impact socio-économique du Covid-19. Dans le pire des cas, l'insécurité alimentaire aura plus que doublé et près de la moitié de ces 43 millions de personnes risquent de se retrouver en situation d'insécurité alimentaire aiguë. D'après la porte-parole du PAM, il ne s'agit pas seulement d'un problème lié à l'offre de nourriture comme la sécheresse ou les criquets ou d'un problème de demande comme une récession. Il s'agit des deux à la fois et à l'échelle mondiale. Au moins 128 combattants islamistes ont été tués lors de 3 opérations menées du 7 au 12 avril, a précisé le ministre de l'Intérieur lors d'un point de presse diffusé par la radio-télévision nationale. Désignés par les populations locales sous le nom d'Al-Shabaab, les jeunes en langue arabe, ces djihadistes opèrent dans la province à majorité musulmane du Cabo Delgado, riche en importants gisements gaziers sous-marins. Depuis octobre 2017, ils y multiplient les opérations meurtrières contre les populations civiles et les forces de sécurité. Ces violences ont fait au moins 900 morts selon un récent décompte et causé le déplacement de plus de 150 000 personnes selon les autorités. Depuis quelques mois, des attaques sont revendiquées par une branche régionale du groupe État islamique. La situation dans la province du Cabo Delgado est actuellement sous contrôle, a assuré le ministre. Nos forces de défense et de sécurité se préparent à d'autres opérations, a-t-il ajouté. Les lourdes pertes infligées aux terroristes grâce à la riposte rapide des forces de défense et de sécurité doivent leur servir de leçon pour ce massacre, a estimé le ministre de l'Intérieur. Avec 5017 décès causés par le Covid-19, le bilan le plus lourd d'Amérique latine, le Brésil a déjà dépassé ce mardi le nombre de morts officiellement annoncé par la Chine où l'épidémie a émergé fin 2019. Le bilan du ministère précise que le nombre de décès pourrait être encore plus élevé, 1156 morts suspectés étant encore à l'étude. Comme nous avons un maintien de ces chiffres élevés et croissants, nous devons l'aborder comme un problème avec une courbe qui s'accentue avec l'aggravation de la situation. Au total, les autorités sanitaires ont recensé 111 886 cas confirmés dans ce pays de plus de 210 millions d'habitants, mais les chiffres officiels sont largement sous-évalués.
le Brésil étant un des pays les moins actifs en termes de dépistage. Certains spécialistes considèrent que le nombre de personnes infectées pourrait être au moins 10 fois supérieur. Le président d'extrême droite Jair Bolsonaro n'a cessé de minimiser la pandémie qu'il a longtemps qualifiée de grippette, s'opposant aux mesures de confinement prises au niveau local par les gouverneurs de la plupart des États. Well, it will go down to zero ultimately, and eh bien, ça finira par descendre à zéro. Et il faut que vous compreniez qu'en ce qui concerne les cas, nous faisons beaucoup plus de tests que quiconque. Donc, nous pourrions nous tourner vers certains de ces autres pays. Vous voyez, comme par exemple la Chine. Si vous faites des tests, vous allez découvrir beaucoup plus de cas. Beaucoup de très bons experts, des gens très bien aussi, ont dit que cela ne toucherait jamais les États-Unis, que cela ne toucherait pas l'Europe, que cela ne toucherait rien en dehors de la Chine. Donc, nous avons écouté les experts et nous écouterons toujours les experts, mais les experts se sont trompés. Beaucoup de gens se sont trompés et beaucoup de gens ne pensaient pas du tout que ce serait aussi grave. Je pense que nous avons fait un super travail dans le sens où nous avons agi tôt. Je pense, en interdisant d'entrer à la Chine et en interdisant l'entrée de personnes qui auraient été lourdement infectées, nous avons probablement sauvé des centaines de milliers de vies. Donc, j'en suis très fier.